Bonjour à tous. Donc, je suis ravie de vous voir ici présents pour cette table ronde sur la protection des données à l'ère de l'IA, le nouveau défi du DPO. Alors, je me présente brièvement. Je m'appelle Amélia Damy. Je suis coprésidente de l'association Assas Legal Innovation et dont l'objet est de sensibiliser les étudiants aux innovations juridiques qui sont liées aux progrès technologiques contemporains. Donc, la discussion que j'ai l'honneur d'animer est au cœur de notre activité. En effet, depuis l'adoption du AI Act par le Parlement européen le 13 mars dernier, cela a souligné une fois de plus l'importance de l'intelligence artificielle et surtout de la nécessité de la réglementer. Donc si l'intelligence artificielle est un terme très très à la mode et qu'elle est utilisée de manière croissante dans le monde de l'entreprise, il n'est pas toujours aisé de comprendre sa réelle implication dans le milieu professionnel. Donc, cette table ronde a deux objectifs. D'abord, d'apporter un éclairage sur l'utilisation de l'IA, et ce dans le cadre du métier de délégué à la protection des données personnelles. Ensuite, de réfléchir à la manière dont la réglementation européenne sur l'IA va faire évoluer cette utilisation. Pour ce faire, j'ai la chance d'être accompagnée de 3 fondateurs ou cofondateurs de Legal Tech, dont l'objectif est de faciliter la mise en conformité des entreprises au RGPD et donc de surcroît de faciliter la pratique du délégué à la protection des données. Donc Sylvain Staub, fondateur et CEO de Data Legal Drive, Jérôme de Mercey, cofondateur de Dastra, et François-Xavier Cao, cofondateur et CPTO de Olympe Legal, dont l'IA est au cœur du métier, sont tous les 3 très bien placés pour nous parler du métier de DPO et de ses futurs enjeux. Donc je vous propose de vous laisser la parole à tous les 3 avant de vous présenter brièvement votre travail et votre expertise. Bon, allez-y Sylvain, si vous voulez commencer. Merci Amélia. Bonjour à toutes et à tous. Ravi d'être ici puisque j'ai passé 5 merveilleuses années dans ces locaux qui ne ressemblaient pas du tout à ça à l'époque. C'était au siècle dernier. Voilà, très bonnes années. J'espère que pour ceux qui sont étudiants ici, vous passerez d'aussi bonnes années que j'en ai passé ici. Après, je suis devenu avocat, ce qui est assez classique. Quand on est passé par Assas, je suis resté avocat 25 ans et puis en 2018, avec l'entrée en application du RGPD, j'ai créé Data Legal Drive. J'ai géré mon cabinet et cette Legal Tech pendant quelques années, et puis j'ai arrêté d'être avocat il y a 2 ans pour être focus sur un seul métier qui est très prenant et très passionnant. Voilà. Voilà, bonjour à tous. Moi, je suis donc Jérôme de Mercey. Moi, je suis un des cofondateurs de Dastra. Alors moi, je ne suis pas du tout d'Assas, mais plutôt de la porte à côté, vers le Panthéon. C'est l'autre université du même nom. Et juriste de formation. Moi, j'ai plutôt travaillé à la CNIL pendant de nombreuses années, au service des contrôles. Et en quittant la CNIL, parce qu'il fallait quitter Paris, et bien, j'ai créé avec d'autres fondateurs d'Astra, sur le constat tout simplement parce que ça ne marche pas très bien dans les organisations. Donc, il faut leur donner des bons outils. Et les DPO étaient un peu perdus. Et donc, aujourd'hui, ça va mieux. On peut se rassurer, mais il y a encore beaucoup de travail et donc Dastra, ça va vraiment être un outil dédié à la gouvernance des données personnelles, un outil de travail, de productivité pour les délégués à la protection des données dans les organisations. Eh bien, bonjour à vous. Donc François-Xavier Cao, cofondateur d'Olympe Legal. Donc moi, j'ai un parcours, on va dire, un peu hybride, puisque je suis juriste de formation. J'ai fait mon droit, moi, à l'Université de Lille, donc un peu plus au nord d'ici. Mais avant de lire ma première ligne de code civil, j'ai d'abord appris à écrire ma première ligne de code. Voilà, puisque j'ai toujours été très, on va dire, très intéressé par l'aspect technologique des choses. Et c'est vrai que dans ma pratique, puisque j'ai eu, à la fin de mes études, j'ai créé un cabinet qui implémentait, on va dire, techniquement les recommandations, enfin en tout cas les exigences du RGPD. Donc j'accompagnais en fait pas mal d'entreprises dans la mise en œuvre technique des choses à mettre en place. Et j'ai vu, un peu comme toi Jérôme, pas mal de dysfonctionnements dans la manière de mettre les choses en œuvre. Donc en fait tout simplement, après avoir accompagné ces gens-là pendant plusieurs années, j'ai vu des choses, des opportunités intéressantes pour aller plus loin et pour aussi rendre accessible finalement la conformité réelle et pas seulement déclarative. Et puis après, effectivement, je pense que la technologie a devant elle de beaux jours pour pouvoir résoudre des cas concrets juridiques et assister donc les professionnels du droit de manière générale. C'est ce qu'on fait chez Olympe Legal, c'est qu'on essaye de créer cette nouvelle génération d'outils qui est censée
on peut apporter non seulement une assistance, mais aussi finalement une autre vision sur les problématiques qui sont celles des professionnels du droit. Merci beaucoup à tous les trois pour cette présentation. Alors, je vais commencer avec une question assez générale que je t'adresserai, Sylvain. De quelle manière le DPO est-il au quotidien confronté à l'intelligence artificielle ? Alors, d'abord, il est confronté à l'intelligence artificielle à travers son métier. Enfin, il n'est pas confronté, en fait, c'est pas à mon avis, c'est pas le bon verbe. Il a la possibilité, il a même la chance de pouvoir s'appuyer sur l'intelligence artificielle pour exécuter son travail. Alors, je m'aperçois que j'ai pas vraiment parlé de Data Legal Drive, j'ai pas dit ce que c'était, mais pour ceux qui ne sauraient pas, donc c'est un logiciel de mise en conformité au RGPD, comme Dastra, qui fait ça très bien aussi. Et donc ça permet au DPO ou à ses référents et plus globalement à l'organisation de l'entreprise, à travers chacune des directions et des personnes qui gèrent des traitements de données personnelles, ça permet de se mettre en conformité, c'est-à-dire de faire la cartographie de ses traitements, d'élaborer son registre, de gérer les analyses d'impact, les demandes de droit et l'ensemble des process qui émanent du RGPD. Dans ce contexte-là, pour revenir à ta question, le DPO qui est au cœur de la problématique, parfois tout seul ou parfois accompagné par des référents ou d'autres DPO dans l'organisation. Parfois d'ailleurs c'est pas le DPO mais la direction générale ou le directeur juridique, la directrice ou le directeur juridique. Cette personne-là a un certain nombre de process à mettre en œuvre et de ce point de vue-là, l'intelligence artificielle permet, je le disais tout à l'heure, faire la cartographie, ça peut se faire avec de l'intelligence artificielle, élaborer le registre, ça peut se faire et ça se fait avec l'intelligence artificielle et élaborer des clauses, des mentions types, ça peut se faire avec de l'intelligence artificielle. Donc la première réponse, c'est que pour exécuter son métier, il a intérêt de plus en plus à s'appuyer sur l'intelligence artificielle qui lui fait gagner énormément de temps et le temps qu'on gagne sur des tâches plus fastidieuses ou à moins grande valeur ajoutée, on peut les consacrer, le temps qu'on a gagné, on peut le consacrer à des choses à beaucoup plus grande valeur ajoutée. Le DPO, il est également concerné par l'intelligence artificielle parce que dans l'entreprise, l'IA, elle arrive partout, au marketing, au commercial, dans la direction des achats, enfin absolument partout. Et lui, en tant que DPO, il doit absolument être connecté à ce qui se passe avec l'arrivée de l'IA dans l'entreprise, dans l'organisation, parce que dans l'IA, il y a de la donnée personnelle et que donc ça constitue un traitement. Et c'est un traitement, j'allais pas dire particulier parce qu'il n'est pas particulièrement sensible, mais en tout cas, c'est un traitement nouveau dans la mesure où c'est pas forcément les traitements qu'il avait l'habitude d'analyser il y a quelques années. Donc voilà, en tant que DPO, il est concerné pour l'exécution de son métier. Quand il supervise ce qui se passe dans l'entreprise, il est concerné. Et puis, mais ça on le verra plus tard, juste après, avec l'arrivée de l'IA Act, il y a encore une autre problématique qui se pose pour le DPO, c'est comment est-ce qu'il va pouvoir gérer cette surcouche, parce que finalement il y a déjà le RGPD, il y a un certain nombre d'autres textes d'ailleurs que le RGPD, et l'IA Act arrive avec une connotation très marquée données personnelles, mais également très marquée réglementation des produits, normes, un peu comme les normes CE, on est assez proche finalement des réglementations produits, sauf que là il s'agit d'un produit incorporel, ce qui pose des questions différentes, et un certain nombre de liens entre l'IA Act et le RGPD. L'article 22 du RGPD rappelle quand même que personne, sauf exception, peut faire l'objet d'un traitement basé uniquement sur des algorithmes. Donc on est exactement là-dessus. Et puis on va en parler. Il y a beaucoup de parallèles entre le RGPD et l'IA Act en matière de suivi de la sous-traitance. L'article 28 du RGPD qui fait écho finalement à la manière d'utiliser avec de la sous-traitance l'IA ou le reporting, la accountability, les analyses d'impact. Finalement, il y a beaucoup de parallélisme à faire entre le RGPD et l'IA Act. Et de ce point de vue-là, ça va être passionnant pour les DPO, même si il va falloir qu'ils s'appuient très sérieusement aussi, comme c'est déjà le cas pour les DPO aujourd'hui, sur les DSI, les RSSI et probablement l'ensemble de la gouvernance de l'entreprise. Merci beaucoup pour votre réponse, Sylvain. Du coup, je vais permettre à Jérôme de pouvoir rebondir sur ce sujet de l'IA Act et de la manière dont on pourra le concilier avec le RGPD, donc qui est passé il y a un peu plus de temps déjà. Donc du coup, Jérôme, pourriez-vous nous expliquer ce qu'est finalement cette AI Act, ce que ça va changer et surtout comment il sera possible de concilier le règlement de la protection des données de 2016 avec l'utilisation de l'intelligence artificielle telle qu'elle peut être déployée aujourd'hui dans le monde professionnel ?
Oh, merci, c'est une bonne question. On pourrait y passer des heures, mais alors sur le l'IA Act, tout le monde est un peu au courant. Je pense que voilà, tu l'as rappelé en introduction. C'est un texte européen qui fait partie du package de la stratégie européenne des données, avec tous les autres actes, Data Act, DSA, DMA, etc., et qui a vocation à réglementer l'intelligence artificielle. C'est un texte donc, qui a été proposé en 2021. On est sur la fin là, de son adoption finale, puisqu'il a été voté donc, en mars par le Parlement européen. Et on a a priori la version finale, sous réserve de quelques corrections linguistiques. Et ça devrait arriver normalement avant la fin de la législature, donc avant fin juin. Avant juin. Et ce règlement, c'est un règlement européen comme le RGPD. C'est un règlement européen qui aussi tire un peu les leçons passées du RGPD. C'est-à-dire que le RGPD est arrivé et a une vocation très générale et laisse beaucoup de place aussi à l'interprétation. Ce que le législateur européen a essayé de résorber avec l'IA Act en essayant d'avoir une approche fondée sur les risques, comme l'est le RGPD, mais également un peu plus sur étagère. C'est-à-dire en donnant aujourd'hui quel est le niveau de risque, et je vais vous donner vraiment les billes pour que vous puissiez estimer, vous, quel est le niveau de risque attendu, et donc derrière le niveau d'obligation à apporter, en tout cas à répondre. Et là-dessus, l'IA Act donc, prévoit 4 niveaux de risque pour les systèmes d'intelligence artificielle, des risques considérés comme inacceptables. Donc on va parler toujours, à chaque fois quand on va parler des risques, dans une définition classique de la gravité et de la probabilité qu'un préjudice arrive. Et donc on va surtout parler toujours des usages. L'IA Act, c'est aussi toujours la réglementation des usages qu'on va faire de l'IA. Et donc il y a des usages qui sont interdits, c'est les risques inacceptables, par exemple, faire du crédit social, voilà, comme on peut l'avoir avec le modèle chinois, qu'on cite souvent en exemple. Ensuite, il va y avoir des risques qu'on appelle des IA à haut risque, donc qui vont être des IA qui vont avoir des préjudices. On voit bien que ça va être important pour les personnes, un peu comme vont l'être les analyses d'impact relatives à la protection des données, le risque élevé au sens du RGPD. On va retrouver donc, par exemple, le secteur de l'emploi, de l'éducation. On va retrouver également les secteurs qui sont réglementés, notamment au regard des éléments des OIV, par exemple. Et puis ensuite, il y a des risques plus faibles, qui nécessitent moins d'obligations. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que dans l'IA Act, ça va s'appliquer à des acteurs qui sont, grosso modo, les fournisseurs des systèmes, c'est-à-dire ceux qui vont créer des systèmes et les mettre à disposition sur un marché, notamment sur le marché européen, et les utilisateurs qu'on appelle les déployeurs de ces systèmes d'IA. Et donc, dans une entreprise, dans une organisation quelle qu'elle soit, on peut être les deux. On peut être à la fois un fournisseur d'un système d'IA, on a des fournisseurs très importants qui sont effectivement qu'on connaît bien, les OpenAI, Mistral, etc. Et puis on a des fournisseurs qui peuvent être aussi de toute nature. Il peut y avoir des startups, il peut y avoir aussi des petites sociétés qui fournissent des modèles d'IA plus petites sur des cas d'usage spécifiques. Et donc on peut facilement avoir ce rôle de fournisseur. Et déployeur, c'est tout simplement qu'on va prendre un modèle d'IA qui est fourni par un fournisseur sur le marché, avec le respect des obligations, notamment le marquage CE, on en a parlé, et on va ensuite le déployer pour l'utiliser pour son usage propre à destination des utilisateurs finaux. Donc cette logique-là est importante parce que entre fournisseurs et déployeurs, ces niveaux de risque va découler un certain nombre d'obligations et toujours en relation aussi avec l'obligation un peu de responsabilité des organismes. Il y a un article important dans l'IA Act, qui est l'article 4, qui va poser le principe que les fournisseurs et les déployeurs doivent maîtriser l'IA. C'est important, c'est comme le RGPD, on doit maîtriser l'usage des données derrière. Et donc,
On va retrouver cette logique-là dans l'IA. Et qui dit IA dit effectivement utilisation de données, et donc effectivement un parallèle très très fort avec le RGPD. Je crois que dans l'IA Act, je comptabilisais encore ce matin, il y a une trentaine d'occurrences directes au RGPD. Et il y a aussi des articles qui font référence directement dans l'IA Act au RGPD. Même le registre des traitements du RGPD est cité explicitement dans un certain cas. Parce que effectivement, quand on parle d'usage de données dans le cadre de l'IA, on parle d'usage de données, et donc, in fine, on n'est pas loin de la donnée personnelle, et donc on est dans le RGPD. Et donc l'enjeu, effectivement, ça va être de pouvoir concilier les deux. Donc déjà, ça va être de savoir reconnaître ces systèmes d'IA, de savoir quels sont les traitements de données derrière, et ensuite de pouvoir identifier les risques au regard de l'IA Act, mais également du RGPD, avec la documentation, effectivement, qui va avec. Donc la première question, effectivement, ça va être de répondre à ces obligations de cartographie. On va le voir après avec François-Xavier. Mais donc on va avoir ces relations-là. Et puis, tu l'as dit, un axe très fort sur le RGPD, qui est le droit fondamental qu'ont les personnes physiques à ne pas faire l'objet d'une décision automatisée, sans une intervention humaine, en tout cas de pouvoir demander une intervention humaine. C'est aussi un principe fort qui est rappelé aussi au niveau de l'IA Act, justement, que des décisions, qu'elles produisent des effets juridiques, doivent être maîtrisées, doivent être en contrôle de ce point de vue-là. Et donc on voit que les parallèles sont très très forts entre les deux textes, et donc on pourrait avoir finalement l'IA Act qui est une forme de texte un peu lex spécialiste, on va dire, entre guillemets, c'est pas exactement ça, mais en tout cas qui va encadrer plus un usage qui va être porté des données, et donc le RGPD est plutôt lui le règlement général, donc le règlement sur tous les usages des données. Merci beaucoup Jérôme. Et alors, je m'adresse à vous désormais, François-Xavier. Donc, continuons sur le IA Act. Quelles seront, donc, selon vous, les obligations vraiment concrètes pour les entreprises qui devront se conformer à cette nouvelle réglementation, et surtout, du coup, pour les DPO? Alors, c'est effectivement une bonne question également, qui effectivement s'inscrit dans la continuité de ce qui a été exposé par Sylvain et Jérôme. En fait, sans faire un inventaire exhaustif, parce que je pense que ce ne serait pas forcément pertinent, mais d'un point de vue plus, si on prend un peu de recul, on voit quand même qu'il y a trois thématiques qui se dégagent. La première, c'est une obligation de gouvernance. L'obligation de gouvernance qu'on retrouve effectivement dans l'esprit du RGPD aussi, finalement, avec cette fameuse méthodologie itérative, continue, avec une sorte de plan do check act qu'on retrouvait déjà dans des normes. Alors c'était plus des normes métiers, c'est pas des normes au sens légal du terme. On en trouvait par exemple dans les normes EBIOS, ISO 27001, etc. Donc là, on retrouve un peu cet esprit-là. En termes de gouvernance, il y a également, tu l'as cité Jérôme, l'aspect cartographie, le fait d'être au courant, de découvrir, d'être finalement d'être toujours alerte de l'usage de l'IA en interne. Donc ça, c'est assez important parce qu'il en découle de cette gouvernance aussi, et c'est un peu le deuxième pilier, si on veut, le deuxième pilier thématique, c'est l'aspect transparence. Le fait d'avoir des notices d'utilisation des systèmes d'IA, le fait d'avoir également la possibilité de consulter dans certains cas la manière dont a été conçu le modèle, pour quelle finalité. Alors on parle de destination, mais la notion de finalité est également présente dans l'IA Act, ce qui se retrouve dans le RGPD, donc c'est vrai qu'on en fait très très aisément des parallèles. Il y a également l'aspect, et là c'est un peu plus, je dirais, spécifié techniquement finalement dans les actes par rapport à ce que ça peut être dans le RGPD, l'aspect assurance qualité, quelque part des systèmes d'IA générative, ou des systèmes d'IA de manière générale, où là on va demander aux gens d'avoir des logs, d'avoir aussi une conservation de ces... si vous voulez, de l'utilisation qui a été faite de l'IA pour pouvoir vérifier, monitorer qu'il n'y a pas de comportements anormaux qui seraient non prévisibles initialement ou non raisonnablement prévisibles, et que potentiellement ça amènerait à ce qu'ils appellent des modifications substantielles, c'est-à-dire qu'ils seraient amenés finalement à modifier la nature même parfois de la destination, ou même de la manière dont a été conçu le modèle. Et puis après, il y a aussi un volet, on va dire, je dirais, d'articulation
avec d'autres droits. Alors il y a le droit des données personnelles, on en a largement parlé, mais il y a aussi le droit de la propriété intellectuelle, puisqu'en fait ça a été un des autres pans hyper importants des débats qui ont précédé on va dire l'adoption des projets de texte actuels. Notamment la difficulté que pose forcément la réutilisation de contenus qui font l'objet de propriété intellectuelle. On pense particulièrement aux droits d'auteur, où on entend parler aujourd'hui d'une possibilité d'un opt-out, c'est-à-dire d'une possibilité par défaut de dire on peut utiliser, mais finalement on pourrait permettre aux gens de s'opposer à la réutilisation de leur contenu dans le cadre d'une IA qui serait entraînée. Alors ça pose aussi un problème technique, c'est la difficulté de désapprendre, parce qu'on sait faire apprendre à des algorithmes, c'est beaucoup plus difficile de désapprendre. Et malheureusement, je crois que là, outre une barrière juridique, il y a aussi plutôt une barrière de pratique juridique, il y a aussi une barrière technique qui ne va pas être évidente à lever. Donc je pense qu'on va arriver sur des solutions de compromis, qui vont être concrètement délicates aussi à articuler avec toutes les obligations d'information qu'on connaît, qui sont issues du RGPD, et qui, par conséquent, vont également s'inscrire plus généralement dans une sorte de désir de transparence, de gouvernance et d'empowerment finalement des personnes dont on protège les intérêts, les droits et les libertés fondamentales. Merci beaucoup François-Xavier. Donc maintenant, plutôt une question que je vous adresse à tous les trois, et plus sur le côté pratique en fait de votre expérience à vous. Dans quelle mesure est-ce que les legal tech et l'utilisation qu'elles font de l'intelligence artificielle peuvent apporter leur soutien au métier et à la pratique du DPO? Donc si Sylvain voulait commencer à apporter une pierre à l'édifice de cette réponse. Oui, merci. Je crois qu'il y a un élément de la réponse qui est ici, parce que rien que cet événement et la présence de Legal Tech dans ces locaux, et c'est pas la première année en tout cas, ça fait un moment que les Legal Tech rentrent dans le monde du droit. Donc il y a une évidence à ce que les juristes, d'une manière générale, les DPE en particulier, se saisissent des Legal Tech et de tout ce qu'elles peuvent offrir. Ça fait peut-être 20 ans que j'entends parler de la digitalisation du droit. Donc le train est en marche, je ne sais pas s'il va très très vite, mais enfin il avance. Et si on est là, c'est pour en parler. Et de plus en plus, on constate que les directions juridiques et les DPO en particulier cherchent à utiliser et utilisent en pratique des legal tech pour différents sujets qui ne sont pas ceux d'aujourd'hui, mais c'est aussi pour la rédaction de contrats ou pour la surveillance des actes dans l'entreprise ou que sais-je, ne serait-ce que la signature électronique. Enfin, il y a quand même une arrivée du droit, de la legal tech dans le monde juridique. C'est une évidence. Pour le DPO, d'abord, il n'y a aucune raison que ça fasse une exception. Moi, quand j'ai créé Data Legal Drive, c'est parce que j'étais avocat. On avait des clients, avec mon associé Antoine qui est ici et que je salue, qui nous demandaient d'intervenir cette fois-ci. C'était la loi de 78 et c'était les rapports avec la CNIL qui n'étaient pas du tout les mêmes. On n'a pas eu l'occasion d'échanger à cette époque quand tu étais au contrôle, mais en tout cas, on accompagnait des sociétés dans leur relation avec la CNIL et plus généralement avec l'application de la loi de 78 sur les données personnelles. Et quand le RGPD est arrivé, il nous est apparu que c'était un changement de paradigme complet et que l'ensemble des processus du RGPD mis à la charge des entreprises ne pouvaient pas être faits avec du Excel et du Word. Il fallait un logiciel. Enfin, moi, ça m'apparaissait comme tel. Il n'y avait pas grand-chose à l'époque, donc j'ai créé Data Legal Drive. Pourquoi il fallait un logiciel? C'est parce qu'il y avait aussi un nouveau métier. Le DPO, c'est un nouveau métier. Et pour moi, s'il y a un nouveau métier, il y a un nouveau logiciel métier, exactement comme dans la compta, la finance, les achats, etc. Pourquoi? Parce que quand on prend les 99 articles du RGPD, c'est un très grand nombre de processus. Et ces processus, soit on les fait à la main, soit on les fait avec Excel, soit on les fait avec un logiciel qui est fait pour ça. Si on ne les fait pas avec un logiciel, en réalité, on répète constamment la même opération. C'est pas transposable d'une personne à l'autre. C'est pas collaboratif. On perd l'information et elle n'est pas pérenne. Si on fait ça avec un logiciel, on est déjà dans un cadre qui a été fait pour ça. Et si on rajoute l'intelligence artificielle, ce qu'on a fait chez Data Legal Drive depuis plusieurs mois, eh bien alors, non seulement on a un logiciel métier, mais en plus on a un logiciel métier boosté à l'IA, c'est-à-dire qui permet
je vais le dire avec des guillemets, de faire pour vous une partie du travail. Je le mets avec des guillemets parce que je considère encore que l'intelligence artificielle ne fait pas vraiment pour l'être humain, accélère, propose, et alors surtout en matière juridique, il y a un besoin de contrôle évident. Néanmoins, comme je disais tout à l'heure, si pour élaborer une nouvelle fiche de traitement dans l'entreprise, on peut s'appuyer sur l'intelligence artificielle comme c'est le cas chez Data Legal Drive. Aujourd'hui, le DPO, il arrive un matin et il apprend devant la machine à café, selon l'expression consacrée, qu'au marketing, il lance une nouvelle campagne d'emailing avec Mailjet et que rien n'a été indiqué à la direction juridique et au DPO. Et que donc on va avoir un nouveau traitement avec un nouveau prestataire et qu'on ne sait pas qui est ciblé, d'où viennent les bases, comment le consentement a été obtenu, etc., etc. Bref, une énorme pagaille. Et il se trouve que le DPO est très consciencieux et qu'il veut absolument que tout soit mis en ordre avant le 14h, lancement de l'emailing. On a fait le test plein de fois sur cet exemple et sur beaucoup d'autres avec Data Legal Drive boosté à l'IA. Mais en fait, le DPO, et ça pourrait être quelqu'un d'autre, et notamment à la direction marketing, lance un prompt avec ses mots à lui. C'est-à-dire qu'il dit nous lançons une campagne d'emailing avec Mailjet sur une base que nous avons trouvée comme ça et qui est qualifiée comme ça. Et l'objectif, c'est de vendre un nouveau produit, un nouveau service. Il raconte sa vie, il raconte ce qu'il va faire. C'est un prompt. Vous savez tous faire des prompts. Et ben, en 2-3 minutes, le temps que... Alors, 2-3 minutes, c'est pas le temps d'OpenAI, c'est le temps que les données d'OpenAI rentrent dans les bons endroits qui composent un traitement. Donc 2-3 minutes. Vous avez à peu près 80%, entre 75 et 80% du traitement qui est rempli. Ce qui permet de se focuser d'abord très vite sur la validation de ce qui a été fait par l'IA, et puis surtout d'avoir le temps de traiter les 25 ou les 20% qui restent et qui là nécessitent réellement de l'intelligence humaine. C'est un exemple parmi d'autres, mais en fait, ça permet d'aller beaucoup plus vite et ça permet aussi de déléguer ça à des gens qui ne sont pas juristes ou pas fins juristes ou en tout cas pas fins connaisseurs du droit des données personnelles parce qu'un prompt, n'importe qui peut le faire. On retrouve la même chose quand il s'agit, une fois qu'on a fait ce traitement, par exemple, dans mon exemple d'emailing, de faire les mentions légales. Toutes les mentions légales, toutes les mentions d'information qui doivent être faites dans plusieurs langues, qui doivent être dispatchées dans différents formats selon les différentes entités. Tout ça, c'est du temps dont une partie est assez laborieux, chronophage et en fait sans grande valeur ajoutée. Une fois qu'on a demandé à de l'IA de faire les mentions en fonction de quelques critères pour le traitement en question, et vous avez 90% de la mention qui est faite, qui est traduite et qui est adaptée à la situation. Et évidemment, vous passez 10 ou 15% du temps que vous passiez avant simplement à valider. C'est un autre exemple. Et on pourrait dire encore la même chose sur le reporting, le plan d'action. Dans une entreprise, il y a des reporting à faire dans son équipe, à la direction générale, peut-être à la CNIL. Et puis, il y a des plans d'action à mettre en œuvre en fonction de l'état de sa conformité. On n'est jamais conforme à 100%. C'est un process, c'est pas un état. Et donc, il faut en permanence vérifier, valider et mettre en œuvre un plan d'action. Donc déjà faire un plan d'action, là aussi l'IA, et à travers le logiciel Data Legal Drive, l'IA permet d'accélérer fortement donc, ce travail qui est à la charge des DPO. Ouais, merci. Si je peux ajouter, effectivement, je pense que tout l'intérêt des Legal Tech, il est là. Il est de donner des bons outils aux personnes qui doivent justement s'assurer de la conformité au RGPD, à l'IA Act, et donc d'apporter déjà de la connaissance. Enfin, c'est le premier truc qui est basique, c'est quoi ce que je dois faire. Et pour les DPO, c'est la première chose qu'on doit savoir. Et donc d'apporter de la connaissance, d'apporter un outil un peu clé en main qui va permettre de pouvoir réaliser aussi l'un des objectifs principaux dans une organisation en termes de gouvernance, c'est une cartographie. C'est juste savoir ce qu'on fait, maîtriser l'IA, maîtriser les données, c'est aussi les connaître, c'est aussi savoir ce qui se fait, et c'est effectivement savoir que la direction marketing va lancer un nouveau mailing. Et ça, c'est important. Et donc, l'outil ici peut avoir toute sa valeur dans un aspect très collaboratif à l'usage, et puis faire partager les choses avec des métiers qui ne sont pas forcément très alertes sur le sujet et qui vont effectivement avoir besoin de participer à l'effort collectif sur ce point. Parce que la responsabilité de l'entreprise est forcément engagée sur tout ce qu'elle fait derrière. Que ce soit les DPO, les RSSI, les responsables de la gouvernance des données, toutes ces personnes-là ont un besoin aujourd'hui de se connaître
les données qui circulent dans l'organisation et quel est l'usage qui sont faits. Alors, la Legal Tech, elle va avoir ça pour effectivement le RGPD, mais également pour l'IA Act. L'IA Act, une des premières choses qu'on va devoir faire, c'est aussi cartographier les systèmes d'IA, les systèmes d'intelligence artificielle, savoir effectivement où sont ces systèmes d'IA, qui les utilise. J'utilise Dastra, j'utilise Data Legal Drive, j'utilise un système d'IA. Comment je me positionne, moi, organisation, cliente, en tant que fournisseur, déployeur de ce système d'IA. Et quels sont les outils que je mets en place, etc. Et toujours en fonction du niveau de risque, eh bien, comment est-ce que je vais m'assurer que je réponds bien à mes obligations là-dessus et que j'ai cette maîtrise. Moi, je crois que vraiment l'important, il est là, c'est vraiment de pouvoir apporter cette maîtrise donc, de ces données, de ces usages. Et effectivement, la Legal Tech va vraiment pouvoir, en tout cas nous chez Dastra, on est aussi dans une même logique, hein, on a embrassé l'IA assez rapidement pour pouvoir justement proposer avec l'IA générative du gain de temps. Il faut voir que ces obligations, ces règlements, ça nécessite beaucoup de documentation. C'est toujours prouver toujours en permanence qu'on fait plein de choses, donc créer de la doc. Pour les juristes, c'est sympa, mais en fait, finalement, on en revient à créer beaucoup d'informations. Et donc, l'IA a cette vertu de pouvoir apporter un peu plus de facilité là-dessus, donc que ce soit effectivement au niveau des traitements, des actifs, des exercices des droits, même des PIA, en tout cas, nous, on faisait des trucs comme ça. Et même pour les DPO, là j'en parlais récemment avec une de nos clientes qui disait qu'elle adorait l'IA chez Dastra parce que, en fait, elle s'était rendue compte qu'elle-même, en tant que DPO, il y avait une espèce de crainte un peu naturelle de l'IA, tout le monde, puis alors, tout le monde a peur, on ne sait pas trop, voilà. Et en fait, en se plongeant dans le sujet, ça a un peu démystifié son usage, et derrière, elle comprend mieux finalement comment ça marche, et qu'est-ce qu'elle peut faire pour accompagner les autres dans l'usage, parce que l'IA, de toute façon, les entreprises vont y aller, quelle qu'elle soit. Alors après, il y a des politiques qui vont se mettre en place. On a des clients qui veulent pas, on a bloqué l'IA pour eux, parce qu'ils nous ont dit, non, on n'est pas prêts, on attend de mettre en place notre gouvernance, etc. Et donc, une fois qu'ils sont prêts, etc., ça se mettra en place. Mais effectivement, on voit déjà qu'il y a des gains assez importants en termes de temps, en termes de documentation, de reporting, et d'intérêt collectif, en fait, tout simplement au sujet. Alors, que dire de plus après toutes ces belles paroles? Non, c'est vrai que moi, mon point de vue, il est, et ça rejoint un peu le vôtre, hein, finalement, c'est que l'IA vient compenser en fait un manque de moyens. C'est-à-dire que je pense que c'est quelque chose qu'on a pu tous constater en pratique, c'est que la fonction de DPO, puisqu'elle est, on va dire, relativement récente, n'a pas forcément toujours les moyens de ses ambitions. Et je pense que l'IA a cette faculté, c'est de donner des moyens pour accomplir effectivement tout ce qui est chronophage à faible valeur ajoutée. Donc ça peut aller de la formalité, documentation, etc. Comme ça peut être aussi, et là c'est beaucoup moins évident, c'est de redonner finalement du lien, des éléments de dialogue avec d'autres fonctions. On l'a dit tout à l'heure, le DPO est quelqu'un qui est amené, de par le RGPD, mais aussi finalement par les AI Act également, à échanger avec des professionnels techniques. Un DPO n'a pas forcément toujours toutes les connaissances techniques nécessaires pour traiter intégralement de tous les sujets, etc. L'IA va pouvoir venir apporter notamment de la connaissance à la fois technique, tout en lui permettant également d'aller chercher dans sa propre connaissance, on va dire purement de conformité, quelque part, l'expertise qui peut lui manquer. Je pense aussi que l'IA va permettre, et depuis de manière générale toutes les legal tech, vont permettre d'accroître le gain de temps, enfin d'accroître le temps disponible, si vous voulez, par rapport à la pratique, et donc, encore une fois, de gagner en qualité de prestations juridiques, quel que soit le métier, pas forcément DPO. À mon avis, c'est aujourd'hui là le vrai enjeu de l'IA pour l'aspect légal, et d'ailleurs je pense que c'est quelque chose qui a été non pas uniquement pressenti par les professionnels du droit ou les professionnels de la conformité, mais également de manière générale par le grand public. On a beaucoup d'études aujourd'hui qui avaient prédit, donc c'est des études qui datent d'il y a 4-5 ans, qui avaient dit voilà, l'avènement de l'IA générative va faire que la première industrie, c'est comme ça qu'ils parlent, la première industrie qui va être impactée, finalement, ça sera l'industrie légale. C'est-à-dire qu'aujourd'hui,
on a, je pense, et c'est une particularité européenne, une appétence culturelle pour d'abord toujours mettre en balance finalement les libertés individuelles, les droits fondamentaux, avec les nouveautés. Outre-Atlantique, c'est beaucoup moins le cas, on voit beaucoup plus d'opportunités, d'abord, et ensuite, éventuellement, on encadre une fois qu'on est incité à le faire. Et c'est vrai que, par conséquent, on a, je pense, en tout cas pour l'Europe, une vision des legal tech qui arrive. Nous, on en est une vague, il y en aura certainement d'autres, qui va vraiment apporter, je pense, une connotation gain de temps, gain de qualité de prestation, et donc finalement aussi, puisqu'on a du temps qui se libère, on a la prestation qu'on peut déléguer, un gain de relation client. Et je pense que c'est vraiment la clé finalement qu'on va pouvoir apporter en tant que legal tech qui utilise l'IA notamment, parce que ça reste un moyen finalement, c'est d'améliorer in fine le rapport client, l'accompagnement dans toutes ces dimensions, et pas seulement d'un point de vue purement productif, où on délivre des livrables, on délivre éventuellement même des notes de conseil, etc. Soit, mais la vraie finalité de tout ça, c'est est-ce que votre relation client de demain sera la même qu'aujourd'hui avec l'IA qui est présente. Voilà, c'est pour moi une des vraies questions clés, et je pense que c'est forcément un aspect qu'on ne voit pas tout de suite, parce qu'on se dit, voilà, l'IA c'est technique, ça répond à un besoin métier, soit. Mais au final, in fine, ce qui est attendu, c'est une relation humaine, une relation client, et l'IA vient là justement pour libérer du temps, à mon avis, aux professionnels que sont les juristes et les DPO par extension. Merci beaucoup à tous les trois pour ces éléments de réponse très intéressants. On a peut-être un petit peu de temps s'il y a des questions dans le public par rapport à tout ce qui a pu être dit dans ces dernières minutes. Oui, ça marche. C'est bon. Merci à tous les trois pour vos interventions. Alors moi, je suis Antoine Gravero, je suis avocat. Moi, c'est vrai que sur l'IA, je trouve que c'est effectivement quelque chose de très puissant dans l'utilisation au quotidien. Et en particulier pour la profession d'avocat, je pense qu'il faut vraiment se poser des questions sur le recours à l'IA. Maintenant, la question que je me posais, c'était comment est-ce que vous gérez le risque d'hallucination des IA génératives que vous intégrez dans vos outils? Je prends. C'est une bonne question, c'est une vraie préoccupation quand on développe un système d'IA, voilà, comme les avec l'entend. Nous, on a pris un parti pris. Alors, outre les mesures techniques qu'on peut prendre, on a effectivement des briques techniques qui permettent de vérifier, de s'assurer de la qualité. Mais au-delà de ça, il y a le fait je pense que c'est la transparence. Et d'ailleurs, c'est pour ça que l'AI Act en parle et insiste à ce point-là, à mon avis, dessus. C'est la transparence, c'est le fait de montrer ces sources qui ont permis, sur lesquelles, en tout cas, on a pu travailler pour générer un résultat. Parce qu'il faut bien le voir, en fait, c'est ça qui est assez, je pense, trompeur avec l'expression intelligence artificielle. D'ailleurs, j'aime bien l'expression de Luc Julia qui dit l'intelligence artificielle n'existe pas. Et je suis de ceux qui le pensent, même si effectivement on le connote, on sait ce qu'on met derrière ce terme, mais techniquement l'intelligence artificielle n'existe pas. Ce qui existe en revanche, ce sont des méthodes statistiques, probabilistes, qu'on est capable maintenant de calculer à haute intensité et qui permettent, in fine, d'avoir un résultat qui ressemble au travail qu'une intelligence humaine aurait pu produire. Et ça, ça par conséquent, quand on comprend le fonctionnement, on voit que la transparence est clé. C'est-à-dire que c'est à partir de ce qui va influencer de manière probabiliste ou statistique, si vous voulez, le résultat, qu'on comprend encore mieux la manière dont le résultat a été créé. Même si c'est un peu, je dirais, boîte noire, on ne sait pas comment l'algorithme fonctionne, etc. tout le temps. En revanche, quand on voit le résultat et on voit ce qu'on a mis en données d'entrée, et surtout, du coup, les données de contexte, parce que c'est finalement l'enjeu, c'est quel contexte a été mobilisé pour répondre à la question qui a été posée, par exemple. Et ben en fait, on comprend d'autant mieux la raison de pouvoir se fier ou non à un résultat. Donc pour moi, le premier rempart finalement, et ça c'est paradoxal, le premier rempart à l'hallucination, c'est l'intelligence humaine. C'est-à-dire que c'est la capacité à consulter ses sources. La seule différence, c'est qu'en fait, on vous la met sous le nez. Voilà, c'est vraiment la grosse différence. Là où avant, il était plus laborieux de chercher soi-même, etc., de faire les choses. Encore une fois, on est sur du gain de temps, mais et c'est en ça que je ne pense pas qu'on pourra disrupter à 100%
Et d'ailleurs, je pense que c'est pas souhaitable en l'état comme projet de société. Ces métiers du droit, c'est parce que au-delà de la relation humaine, hein, que j'ai exposée juste avant, il y a cet aspect-là où en fait l'humain est le premier et en même temps le dernier rempart avant l'hallucination. Ouais, si je peux juste ajouter, moi, c'est vrai que c'est hyper important de bien cadrer, hein, de toute façon. Alors on parle d'IA générative surtout, de bien cadrer le fonctionnement pour border le bord de l'outil avec donc effectivement cette brique technique. Et puis toujours avoir un regard humain derrière. Ben, je veux dire, dans tous les cas, hein, ça reste des propositions. Il faut toujours avoir le sujet. Je crois que l'un des grands éléments hyper intéressants avec l'IA là-dessus, c'est de lutter contre le syndrome de la page blanche. Et on a besoin d'écrire un traitement, ou alors on nous a demandé, je suis référent DPO, enfin quelqu'un m'a dit bah voilà, il faut que tu décrives ce que tu fais. C'est compliqué. Enfin c'est compliqué parce qu'on ne sait pas par où commencer, et donc ça aide. Et ensuite, forcément, c'est un premier travail, un premier jet qui est lancé là-dessus, et après il faut effectivement le retravailler. N'oublions pas, hein, que de toute façon, le travail humain, la connaissance de ce qui se fait en réalité, ce ne sera jamais une IA qui pourra le dire, dans tous les cas, sauf aller chercher des sources, effectivement. Mais sur un projet marketing à qui on va l'envoyer, effectivement, elle va suggérer des choses, des propositions standardisées, mais derrière, il faut ajuster toujours. Très bien, merci pour ces réponses apportées à une question qui est presque philosophique. J'espère que cette table ronde a pu apporter des réponses à tous les DPO qui se trouvent dans le public. Donc, merci infiniment à tous les trois d'être intervenus et de nous avoir partagé votre expérience sur ces sujets très brûlants d'actualité presque. Et voilà. Merci. Merci.